Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, il fait lire des millions de personnes depuis près de 40 ans avec ses romans, mais ça ne lui suffisait pas, alors il a créé Lire et faire lire. Ça ne lui suffisait toujours pas, alors il publie chez First un foisonnant Faire lire pour les nuls. Alexandre Jardin est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité est politique aujourd'hui. Emmanuel Macron a annoncé un plan contre l'infertilité, plus largement pour le réarmement démographique. La démographie que l'on étudie au collège en cours de géographie. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Si le réarmement démographique fonctionne, il faudra donner des prénoms à tous ces enfants. Certains prédisposent-ils à être heureux? Un psychologue anglais prétend avoir trouvé la réponse. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Célie Luton, dont nous poussons tous les vendredis les portes de la librairie. Le livre d'Alexandre Jardin l'a inspiré. Elle vous a sélectionné 3 livres faciles à dévorer. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Le livre sort dans la célèbre collection Pour les nuls. Il aurait tout aussi bien pu entrer dans une autre grande famille de l'édition, celle des dictionnaires amoureux, à la fois par son érudition, par son exhaustivité, mais surtout parce qu'il parle au cœur et parfois aux tripes, autant qu'à la raison. Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Je vais rendre à César ce qui est à César. Le titre, c'est bien Faire lire pour les nuls, et on est bien dans l'indispensable collection Pour les nuls des éditions First. Je voudrais commencer par la fin du livre. Vous évoquez à la fin votre activité d'écrivain et vous dites, je vous cite, « Autant je suis convaincu qu'en matière d'idées, il faut avoir le courage de la nuance, autant je crois que dans un roman, il faut avoir l'intelligence d'être entier. Le roman est le lieu du cœur, pas de l'intellect débonnaire. » Oui, c'est ce que je pense. Ouais. Je pense que pour communiquer avec quelqu'un, il faut communiquer en étant radicalement soi, dans un livre. Et qu'un très grand livre, c'est toujours la rencontre avec quelqu'un, avec la subjectivité de quelqu'un. Lorsque vous lisez Les liaisons dangereuses, vous n'êtes pas forcément un pervers narcissique. Pas forcément. Mais vous tombez sur un auteur qui l'est et qui l'assume. Mais il l'assume magistralement. Donc vous rencontrez ce morceau de vous. Donc quand on écrit, il ne faut jamais se dérober. Il faut être drastiquement soi. Et au risque de choquer la personne qui vous lit, mais au moins elle vous rencontre. Et un grand livre, c'est une rencontre. Raison pour laquelle il y a un certain nombre de choix qui sont des choix d'ouvrages qui aujourd'hui font polémique, sont débattus et que vous défendez farouchement. Votre rencontre à vous avec la lecture, elle est marquée par le deuil. Les livres vous ont sauvé? Très souvent, mais ce qui m'intéresse au-delà de moi, c'est que ça sauve maintenant notre pays qui ne va pas bien. Pourquoi je publie ça? C'est parce que le défi est central, parce que c'est le grand médicament social. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez qui déconne, tout, quasiment tout, peut se guérir fondamentalement, je dis bien fondamentalement, par la lecture. La violence, on sait qu'il y a un lien absolument très étroit entre le niveau du vocabulaire et la violence brute. Un jeune qui n'a pas de mots tape. La violence, l'inclusion de tous dans la société, ça passe... comment on va intégrer des millions de gens? Par la lecture. La réussite économique, la base, c'est quoi? De posséder des mots. La réussite amoureuse, ça passe par quoi? Etc., etc. Devenons obstinément des nations de lecteurs avec une fougue de mal-pensants, de pensants à part, de pensants bizarres. Je vous cite toujours. J'allais vous la poser cette question sur la nation de lecteurs, mais vous n'avez pas répondu à ma question à moi sur votre rencontre à vous. Je me suis dérobé. Mais j'ai bien remarqué. non, mais vous en faites pas, on va en parler de la nation de lecteurs. Mais sincèrement, c'est parce que les autres... Mais vous le racontez, hein, sinon je ne vous poserai pas la question. C'est dans votre livre, je n'ai pas allé le chercher très loin. Les autres me tourmentent. Ouais. On ne peut pas... Ça ne peut pas continuer comme ça. Ouais. On ne peut pas vivre un effondrement du rapport à l'écrit. Un effondrement linguistique. C'est pas possible. Je parle d'un programme que j'ai mis en route il y a de nombreuses années. Pas lire et faire lire, 1000 mots. 1000 mots, pardon. Qui visait à augmenter le lexique des jeunes détenus dans les quartiers mineurs en France. Ça change drastiquement le comportement. Donc, est-ce qu'on continue à penser qu'on va réussir en collant des flics partout? Non. Ou en mettant tout le monde en uniforme. Oui, voilà. Ça marche pas. On peut pas faire fonctionner le monde si nous n'avons pas de mots. Et si nos jeunes n'ont pas de mots. Donc, c'est vrai que dans ce livre, je donne des tas de conseils pour les gens, individuellement. Parce que lire, très souvent, le problème, c'est quoi lire? Et pourquoi alors là, lire? Vous en avez pour votre argent, hein, parce qu'il y en a, j'ai pas compté combien de bouquins vous recommandez, mais il y en a des centaines. Oui, mais avec des usages très différents. Absolument, à chaque quoi fois. lire pour aimer mieux une femme? Ouais. Pour aimer mieux un homme? Quoi lire pour se découvrir?
quoi lire, toutes les portes d'entrée. Et puis lire de la littérature française, mais aussi de la littérature étrangère. Enfin, il y a une part importante qui est donnée à la littérature C'est une pharmacie internationale. C'est une pharmacie internationale. Lire comme acte de résistance au prêt-à-penser toute âme qui ne lit pas est d'office incarcérée dans le discours propre de toute époque, enserré dans la cage des convenances. Voilà ce que vous dites encore. Mais alors vous citez 1000 mots. Je voudrais qu'on dise un petit mot de lire et faire lire quand même, parce que ça c'est quand même la grande initiative que vous avez lancée il y a fort longtemps, qui est portée entre autres par la Ligue de l'enseignement, si mes souvenirs sont bons. Et l'UNAF. Et l'UNAF. Et l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. C'est très simple. On est en train d'embarquer les plus de 50 ans de ce pays pour faire une alliance avec eux et les enfants. On les emmène dans les écoles maternelles et primaires. On fait déjà lire 750 000 enfants chaque année, dans les 100 départements, dom-tom compris. Et c'est à mes yeux un échec. Parce que ça semble gros, mais les besoins sont quadruples. Donc il faut qu'on arrive à faire passer ces 20 000 bénévoles à 50 000. Et donc je compte sur tous les gens qui nous écoutent. Vous regardez ce que c'est, vous allez sur le site lireetfairelire.org, vous vous inscrivez, ou vous inscrivez votre maman, ou votre grand-mère, ou votre grand-père. Il y a une petite formation, si mes souvenirs sont bons, qui est proposée sur comment on anime ces ateliers. Les gens adorent ça tout simplement parce qu'ils ont envie d'être bons. Et ouais, c'est ça. Ceux qui ne lisent pas n'ont aucun avantage sur ceux qui ne savent pas lire. Citation de Mark Twain, elle est placée en exergue de Faire lire pour les nuls, que publie Alexandre Jardin chez First. Alexandre, on se retrouve juste après la récré. Je n'ai pas oublié la question à laquelle vous n'avez pas répondu. Cécile Fournier, pardon, c'est l'anti-sèche maintenant. Cécile, bonjour. Bonjour. J'en perds l'ordre des chroniques. Le 16 janvier dernier, dans une conférence de presse, Emmanuel Macron a annoncé un grand plan contre l'infertilité dans l'optique, je cite, d'un réarmement démographique. Et la démographie, c'est un thème qui est étudié aussi bien au collège qu'au lycée. Au collège, je crois que c'est dès la classe de 5e en cours de géographie. Oui, alors pour commencer, un petit bilan de la démographie française, chiffre de l'INSEE à l'appui. Au 1er janvier 2024, la France compte 68,4 millions d'habitants, soit 0,3% de plus qu'un an auparavant. Alors de plus, et pourtant, pourquoi on veut réarmer démographiquement ? On fait moins de bébés. D'accord. On fait moins de bébés. Oui, en 2023, 678 000 bébés sont nés. C'est 6,6% de moins qu'en 2022. Et si on remonte dans le temps, c'est 20% de moins qu'en 2010, qui est l'année du dernier pic de naissance. Donc aujourd'hui, on est à 1,68 enfants par femme. C'est toujours bizarre le ,68, oui. Mais bon, en moyenne, évidemment, contre 1,79 en 2022. C'est la moyenne la plus basse depuis la Seconde Guerre mondiale. Moins de bébés, mais une espérance de vie qui, elle, augmente. Exactement. Ce qui fera plein de volontaires pour Alexandre Jardin. Tout de suite. Alors après 3 années de forte mortalité due notamment au Covid, évidemment. Aujourd'hui, en 2023, on déplore 631 000 décès, mais c'est 6,5% de moins qu'en 2022. L'espérance de vie pour une femme, 85,7 ans, et pour les hommes, c'est 80 ans. Ok, donc on a un solde naturel, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est la différence entre les décès et les naissances, qui est positif, mais... Oui. Mais il reste inférieur à 2021 et à 2022. Okay. Alors, petite consolation, la France est partie des 9 pays européens parmi les 27 à avoir un solde naturel positif. Bon, cette notion de solde naturel, c'est une des premières qu'on apprend en démographie au collège, mais on parle aussi, quand on est sur la démographie, de structure de la population, notamment de pyramide des âges. La pyramide des âges. Qui ressemble parfois pas du tout à une pyramide. Pas du tout, c'est ça. Ou alors une pyramide aztèque. Alors, je rappelle que ça représente à un moment donné le nombre de personnes par classe d'âge. En bas de la pyramide, les plus jeunes, en haut, les plus vieux. En 2024, il y a 22% de la population qui a plus de 65 ans, contre 18% en 2014. On a donc une population qui vieillit. On n'est pas les seuls. Je crois que l'Allemagne, le Japon... Exactement. Le Japon devrait perdre jusqu'à 30% de sa population d'ici 2060. En 2050, il y aura presque un actif pour un retraité. La Chine ? La Chine, ça prend la même voie en fait. Ils ont annoncé début 2023 que pour la première fois depuis les années 60, sa population avait baissé. L'érosion démographique était attendue, mais plutôt vers 2031-2032. Donc on a 8 ans d'avance, si on peut dire ça comme ça. D'accord, donc problématique internationale, d'où des politiques natalistes pour faire remonter tout bêtement ce nombre de naissances. Alors avec plus ou moins de succès, j'ai envie de dire moins que plus. Taïwan, par exemple, depuis 2009, multiplie les incitations, congé parental mieux rémunéré, crédit d'impôt, prime à la naissance, construction de crèches. Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Même constat en Pologne où le président Duda a entrepris depuis 2015 une politique volontariste avec des allocations dès le premier enfant,
augmentation des aides aux familles, aides pour la mise en crèche, etc. Le découragement de l'avortement, ce qui était un autre pan de de la politique polonaise. En revanche, forte croissance démographique dans certains pays africains. Oui, sur le Nigeria, Mali, République démocratique du Congo. Parce que c'est la troisième notion qu'on étudie, c'est la notion de transition démographique. La fameuse transition démographique. Alors, petit rappel de vos cours de géo, c'est lorsqu'une population passe d'un régime démographique caractérisé par un taux de mortalité et un taux de natalité élevé à un nouveau régime caractérisé par un taux de mortalité, puis un taux de natalité faible. C'est une composante de la modernisation ou du développement socio-économique. D'un mot, c'est dû aux médicaments, progrès de la santé, agricole, l'évolution des mentalités aussi, du cadre de vie, ça donne envie de faire des bébés et on meurt moins puisqu'on est mieux soigné. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. On parlera des prénoms qu'on peut leur donner à tous ces bébés. Avec plaisir. Grand oral, Alexandre Jardin. La vérité est qu'on accède à la folie du monde et à la totale démesure des êtres et donc à la sienne que par les livres, ces gisements d'émotions débridées et de personnages qui remontent à contrevoix de ce qu'il est licite d'éprouver. J'ai pas fait le compte, c'est une citation extraite du livre d'Alexandre Jardin, j'ai pas fait le compte, mais je pense que l'ouvrage recommande des centaines de livres pour toutes les occasions, pour tous les thèmes. Dans votre panthéon personnel à vous, qui on trouve? J'ai essayé de deviner en vous lisant. Je me suis dit que Victor Hugo devait avoir quand même sa place. Assez haut. Forcément. Ouais. Forcément, parce qu'il y a tellement d'écrivains à l'intérieur d'un seul. Ouais, c'est ça. Et il y a tellement d'êtres humains à l'intérieur. C'est vraiment un homme qui a exploré la totalité de sa psyché. Et de ses penchants politiques. C'est l'homme-humanité. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a autant de livres? Parce qu'on est très, très différents tous. Et que nous sommes omnivores. Il y a des moments où on a envie de rire. Lisez un livre à hurler de rire qui est la Bible de l'humour juif. Avec il y en a plusieurs. Vous pensez à celle de Marc-Alain Waknin. De Waknin. Qui est un chef-d'œuvre. Voilà. Moi, je recommande aussi celle qui vient de sortir de Judith Cohen-Solal et de Jonathan Ayoun, qui doit s'appeler Le bouquin de l'humour juif, qui est tout aussi remarquable. Mais oui. Mais non seulement nous sommes extrêmement omnivores tous. Ouais. Je veux dire, vous aimez les BD par moments, vous aimez les biographies, mais surtout, quand vous avez un adolescent rétif en face de vous, si vous essayez à toute force de le faire rentrer dans l'idée que vous faites de la lecture, vous allez passer à côté de plein d'armes que je cite. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en ce moment, des centaines de milliers d'adolescents se goinfrent de volumes très épais? Oui, de manga. Non. Bien sûr, de manga. Mais je pense à tous ceux qui achètent des livres, non pas dans des librairies, mais dans des magasins de jeux de rôle. La fièvre des jeux de rôle est absolument colossale et les fait rentrer dans des univers qui sont toujours des pavés épais comme ça. Donc après, quand on aura fait Les Misérables, ils regardent et ils disent « ça devrait passer ». Voilà. Non, mais, Harry Potter a eu cet effet-là auprès des lecteurs. Au fond, on doit multiplier les portes d'entrée. On doit multiplier, sans aucun a priori, les possibilités de faire basculer un être humain dans le plaisir. Dans ce sans aucun a priori, vous citez d'ailleurs Pénac comme un roman et ses fameuses règles des lecteurs. La première règle étant le droit de ne pas lire. Quand même. Le premier droit qui donne. Mais c'est celle qui m'intéresse. C'est celle qui m'intéresserait, moi. Bon, en tout cas, dans celles qui sont marrantes, il y a la possibilité de refermer un livre quand il nous ennuie, de lire à haute voix, de lire comme on veut, de lire aux toilettes dans la chambre. Il y a aussi quelque chose que j'ai participé à créer, qui est le fait d'embarquer aujourd'hui les entreprises dans ce combat. Parce qu'on ne va pas le gagner si on ne sonne pas une charge absolument générale. Et les entreprises, je vais prendre un exemple tout bête, ça fait maintenant 8 ans que lorsque vous allez dans un McDo, quand vous prenez un menu enfant, un Happy Meal, vous avez le choix entre le jouet en plastique absurde que le gosse casse tout de suite, ou un album jeunesse qui est publié chez Hachette. On a lancé ça il y a 8 ans, moi j'ai écrit les 2 premières saisons, on en a distribué 115 millions. Donc, vous voyez que si on arrive à convaincre une dizaine d'entreprises, si sur 5-7 ans, elles distribuent chacune 100 millions, on est à 1000 millions d'albums qui rentrent dans les chambres des enfants. Et dans les chambres des enfants qui sont loin du marché du livre. Parce que des McDo, vous en avez dans des quartiers où il n'y a pas de maison de la presse et aucune librairie. Donc, je suis pour une politique du livre tous azimuts. Entreprise incluse. Entreprise incluse et crèche incluse, voire avant les crèches, puisque vous dites qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à lire avant même la naissance, dites-vous. Il est une bonne idée de lire des histoires à l'enfant. Il y a plein de pédopsychiatres qui le disent. De la mère. Donc je les cite. Oui, tout à fait. En fait,
il faut une multithérapie. Pour arriver à faire une nation de lecteurs, c'est-à-dire de jouisseurs, c'est-à-dire de gens prospères, de gens échappant à leur propre violence, de gens ayant une vie amoureuse infiniment plus intéressante. Au fond, pour accéder à un pays rempli d'êtres humains jouissant de leur pleine humanité, on doit sonner la charge. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de lire et faire lire. Ou vous m'écoutez, vous ne faites rien, ou vous faites votre part. Vous pouvez également... C'est une grande thématique des diseux et des faiseux, si mes souvenirs sont bons. Il y a ceux qui disent, il y a ceux qui font. Non, mais ou on est spectateur et on crève tous, ou on devient acteur. Voilà, il y a beaucoup d'humour dans le livre, on l'aura compris. Je ne reprends qu'un seul exemple. Il y a un bref chapitre qui est intitulé « Quoi lire pour s'endormir ». Vous avez sélectionné des livres ennuyeux. Et alors là, il se marre de ses propres plaisanteries. Non, mais c'est bien, vous êtes bon client avec vous-même. Et j'ai même ajouté des informations qui sont fausses dans alors ce livre. Ça, on en parlera juste après. Il y a Ulysse de Joyce et Salammbô de Flaubert. Oups, comme ça, je pourrais assumer pour une fois publiquement de n'avoir jamais terminé Ulysse de Joyce grâce à vous. Alexandre Jardin, on se retrouve juste après la récré et les prénoms, Cécile Fournier. Il n'y a pas qu'Alexandre Jardin qui met des trucs faux dans ses textes. Nous, parfois, on s'amuse d'études dont on ne sait pas trop au fond. Mais on les a trouvées sur Internet. Et c'est une petite étude qui vous a quand même beaucoup amusé, qui nous a beaucoup amusé, d'un psychologue qui s'est intéressé aux prénoms. Oui, David Holmes. Comme vous dites, bref, Ouais. c'est pas tout à l'heure, mais ce qui est amusant, c'est qu'il s'est intéressé aux prénoms C'est des rigolo. personnes les plus heureuses du monde. Voilà. Donnez-moi votre prénom, je vous dirai qui vous êtes. Emmanuel. Non, Emmanuel, vous ne faites pas partie et Et pourtant, Alexandre Dieu non sait que je plus. bouquine. Bah, avec tous les livres qu'il lit. Non, mais c'est un chercheur anglophone, Ah donc c'est bah des oui, prénoms d'accord. anglophones. Donc Mais les qui plus alors heureux, c'est les anglophones. Bah, côté filles, il y a Judy, Stéphanie et Linda. Ok. J'aime bien l'accent. Et côté garçons, Joshua, Jason et Matthew. Ok. Voilà. Et en France, Et ben, dans les prénoms les plus donnés en 2023. et ben dans le top 3 des filles, on a Alba, Louise et Jeanne. D'accord. Et le top 3 des petits bonhommes, Gabriel, Léo et Raphaël. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui inspire le choix de ces prénoms. Oui, alors, par les films et les séries, par exemple, dans la série Les Frères Scott est apparu sur nos écrans, il y a eu un boom des Lucas qui est incarné à l'écran par Chad Michael Murray. D'accord. Et après la sortie de La Reine des Neiges, alors là on a eu des Anna et des Anna et des Anna. Je rappelle, c'est la sœur de La Reine des Neiges, je ne chanterai pas sur ce plateau. Et après il peut y avoir Vous ne d'autres... chanteriez un extrait de La Reine des Neiges ? Non, non. Ça c'est faux. Ouais, j'essaye. Et après, il peut y avoir d'autres sources comme la nature avec des marguerites, des lilas ou encore Alban qui veut dire blanc en latin, comme manteau de neige qui a connu un petit regain entre 2000 et 2021, ou Ilona, c'est le soleil, dont c'est une étymologie grecque, qui a connu aussi une petite popularité. Donc le soleil, la nature, ça peut inspirer. D'accord. Le sens d'un prénom, par exemple, ça n'inspire pas. Alors si vous pouvez choisir un prénom. Alors je me suis penchée sur votre cas. Alors Alexandre signifie défense de l'humanité. J'ai enlevé tout ce qui était négatif, je vous préviens. Le Alexandre est décrit comme étant quelqu'un qui va au bout de ses objectifs et qui n'a pas peur de se lancer des défis. Il serait émotif et bienveillant. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. J'ai enlevé toute la partie négative. Plein de convictions en plus, on pourrait rajouter. Mais En tout cas, sur ce combat-là, il n'est même pas question de le perdre. Voilà. Alors combatif. Alors oui. Vous me faites peur un peu, Alex. Attention. Et les Emmanuel sont rigoureux et sérieux. Les objectifs qu'il se fixe, il les atteindra, quitte à se mettre au défi lui-même. Il est aussi réputé pour se montrer ouvert à la critique. C'est quel, Emmanuel ? Je Non, je rigole. Les prénoms de vos personnages, vous les choisissez comment dans vos romans d'ailleurs ? Ça s'impose. C'est vrai ? Vous dites d'ailleurs dans C'est les pas tant conseils du choix. que vous donnez à un jeune romancier, si je me souviens bien, parce qu'à la fin il y a des conseils à un jeune Ouais. romancier, Ouais. et vous dites à un moment donné, testez avec d'autres prénoms pour vérifier que ça sonne pareil. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de conseils d'écriture, parce que pour faire lire, Ouais, il faut aussi faire écrire. Toute la fin du livre est comme ça, conseil Oui. d'écriture. Plus on va devenir un peuple de gens qui écrivent, plus nous serons lecteurs. Donc il y a presque un quart du livre C'est qui ça. est consacré à des conseils d'écriture. Voilà, y compris des conseils très techniques. Cécile, merci beaucoup pour cette récré. Vous auriez pu regarder à Cécile quand même. Non, je vous dis pas mes défauts, vous êtes à vous-même. Ok, super. Grand oral, Alexandre Jardin, la suite. Quiconque s'intéresse aux politiques de lecture connaît Alexandre Jardin, pas seulement pour la quarantaine d'ouvrages qu'il a publiés, mais aussi pour l'association qu'il a fondée, Lire et Faire Lire. Il faut rajouter 1000 mots dans les quartiers de jeunes des prisons. Lire et Faire Lire, c'est une idée qui est née à Brest, d'ailleurs. Oui. Vous racontez l'histoire. On ne sait Mais pas s'il pleuvait ce jour-là à Barbara, mais c'est né à mais Brest. je crois que pour réparer un pays, il faut avoir confiance, il faut partir des expériences de terrain. C'est ça. Et en 1999, je découvre avec des amis, on découvre que l'Office des retraités de Brest, à l'époque, déjà depuis 15 ans, embarquait les retraités dans les écoles maternelles et primaires. Et on découvrait que les écoles avaient des taux d'emprunt des bibliothèques multipliés par 4.
on découvrait que l'échec scolaire avait tendance à régresser. Tout simplement parce qu'il y avait une alliance là-bas entre les anciens et les petits. On a, à partir de l'expérience de Brest, tiré des règles de fonctionnement, une règle du jeu qui s'applique aujourd'hui aux 750 000 enfants partout sur le territoire. Et à l'issue de la campagne que je lance en sortant faire lire, j'espère qu'on va doubler les faire lire. Il faut passer à 50 000. Appel aux volontaires. Si vous rejoignez cette émission en cours de route, il faut aller sur le site Faire lire, il faut s'inscrire, lire et faire lire. Une victoire vraiment collective. La clé, quand même, ça aurait été de réussir à faire coopérer des mondes qui, normalement, ne communiquent pas et qui ne communiquent pas forcément mieux 25 ans après le lancement de Lire et faire lire, d'ailleurs. C'est-à-dire l'école, l'UNAF, le monde associatif, oui, mais c'est pas simple, quoi. Rien n'est jamais simple en France. mais je pense que malgré nos différences, qui sont à la fois légitimes et réelles, on doit être d'accord en tant que singe pour faire attention à nos petits singes. C'est-à-dire qu'on sait que si nos petits n'ont pas de mots, ils ne vont pas s'en sortir. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais je pense que de l'extrême gauche à l'extrême droite, on doit pouvoir tous tomber d'accord sur ces combats-là. C'est un combat anthropologique. C'est bien plus puissant qu'un combat politique. En sachant, quand vous parlez des extrêmes, que vous le rappelez, il y a quand même quelques régimes qui, comme par hasard, se retrouvent aux extrêmes, qui ont plutôt tendance à brûler les livres ou à jeter certains livres aux enfers, et que ce n'est pas un signe de bonne santé démocratique non plus. La Corée du Nord pose quelques problèmes. Pas seulement au cours de l'histoire. Dans les propos importants du bouquin, les écrans, vous ne voulez pas en faire les ennemis des livres, et vous vous intéressez notamment aux booktokers ou aux booktokeuses, en disant, là, il y a un phénomène génial, et vous qui vous intéressez au terrain, ça vient du terrain. Absolument génial. Aujourd'hui, les filles les influenceuses sur Instagram ou les booktokeuses sont en train de renouveler la prescription littéraire. Les vieux systèmes classiques n'arrivaient plus du tout à communiquer avec les moins de 30 ans. Aujourd'hui, qui fait lire massivement les jeunes femmes de moins de 30 ans? Les booktokeuses. Qui a augmenté la fréquentation du dernier salon de Paris? Oui, à Paris. Les booktokeuses. Donc, à un moment, il faut que tous nos réflexes imbéciles de mon monde d'origine, je parle du monde littéraire, qui sont en général des réflexes de mépris. Un peu snob. Oui. Il faut mettre ça au vestiaire. Parce que sinon, la lecture va finir par être un truc de maison de retraite. Où on est capable de s'ouvrir, et surtout à des pratiques différentes. Je parlais de l'expérience de McDonald's. Il y a des tas de gens qui m'ont dit, mais enfin, comment tu oses travailler avec eux? Oui, parce que 115 millions d'exemplaires. C'est beaucoup. et effectivement, ça touche absolument tous les publics, parce que s'il y a bien un endroit qui fédère toutes les populations en France... 75% de la population rentre dans un McDo. Voilà. Donc, il faut attraper les gens là où ils sont. Lire Alexandre Jardin pour réparer la société. Alors, et parfois, il y a des fausses informations dans le bouquin, vous l'avez dit. J'espère que le programme que vous citez, qui est Rédemption par la lecture au Brésil, est un vrai programme. Magnifique. Et est un beau programme. Magnifique. En un mot, vous le résumez? C'est simple. Au Brésil, ils sont plus intelligents que nous. Ils ont un programme de réduction des peines pour les gens en prison contre de la lecture. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'applique pas ici. Si nos prisons devenaient des zones d'hyperlecture, mais on serait beaucoup plus intelligents. Et comme ce livre ne serait pas de vous sans cette touche d'imagination, de fantaisie et puis un petit peu de dynamitage, vous avez donc glissé des histoires imaginaires. Je me suis laissé prendre à l'une d'entre elles en me disant non mais ça il ose quand même pas. Une technique pour faire lire son enfant, c'est le no-bouffe. C'est le même truc qu'on avait dansé. Si tu lis pas, tu manges pas. Non, c'est pas possible. Alors, bon, vous vendez la mèche à la fin quand même. Oui. Il y a une liste des informations fictives. Voilà, qui sont quand même extrêmement drôles. Il y a des petites histoires. Vous avez aussi inventé les synopsis de livres qui n'ont pas été écrits, mais ce serait chouette que quelqu'un les écrive un jour, peut-être vous. Oui, ce sont des bouteilles. Des bouteilles à la mer pour écrivain. Des bouteilles à la mer. Mais vous savez, quand on écrit sur la littérature, on a tous les droits. Et ben voilà, vous les accordez. Vous restez avec nous, puisqu'on va pousser la porte de la librairie de Célie Luton, comme on le fait chaque semaine le vendredi. Non sans avoir remercié Cécile. Chaleureusement, je vais regarder ce que ça veut dire votre prénom tout à l'heure. Librairie. Si vous feuilletez Faire lire pour les nuls d'Alexandre Jardin chez First, vous allez voir, il y a des tas d'idées de lecture, mais vous avez aussi des tas de lectures si vous poussez les portes de la librairie de Célie. Comment ça va, Célie? Ça va bien, et vous? Vraie librairie, on le rappelle, librairie des enfants, Paris 17e arrondissement, et librairie de chroniques. Et votre thème aujourd'hui, vous a dit, puisqu'on reçoit Alexandre Jardin, je vais prendre des livres qui sont faciles à dévorer. Oui, facile à conseiller quand on n'a
pas envie, des fois ça arrive, hein. Moi j'ai beaucoup d'enfants qui viennent dans la librairie, j'aime pas lire. Je fais, tu peux pas dire que tu n'aimes pas lire. Est-ce que tu dis, j'aime pas nager, j'ai jamais mis un pied dans l'eau? Bon, voilà. Alors il n'y a pas de mauvais lecteurs, il y a des gens qui lisent et des gens qui lisent pas. Peu importe. Et là, avec Armel et Mirko, donc ça, c'est chez Delcourt, donc éditeur de bande dessinée, donc avec un scénario d'Anne Montel et Loïc Clément, illustré par Julien Arnal, donc c'est sorti en 2023, c'est assez récent. L'histoire d'une petite tortue qui a très peur du noir. Et quand on rentre dans sa carapace... Il faut dire ça commence mal parce qu'elle est un peu dans le noir au début. Quoi. Ouais, et quand elle rentre dans sa carapace, il fait encore plus noir. Donc ça va pas du tout. Et un jour, elle va rencontrer Mirko. Et Mirko, c'est une petite luciole qui va lui apprendre que quand on ose, quand on fait confiance, quand on s'autorise l'amitié, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est une bande dessinée que l'on peut raconter aux enfants qui ne savent pas lire. Et BD, souvent, vous dites méfiance sur les âges, mais là, non, c'est facile à suivre. Et non, c'est très simple à suivre, puisque le texte dit... Ce qu'il y a sur l'image, voilà. Et voilà. C'est rend les choses C'est plus très important, ce qu'elle vient de dire, oui. que l'on peut raconter aux enfants. Ah, c'est fondamental. L'impératif ne marche pas avec un enfant. Non. On ne dit pas lit, on partage. Bien Exactement. En crèche, on lit des histoires à partir de 5 mois. Moi, je vais même bien plus loin. Je vois une maman avec son petit ventre, et je lui dis, mais raconte, faites-vous plaisir. Et il paraît que ça laisse même des traces, les neuroscientifiques le disent. Éric Lhomme, lui, il est spécialiste pour faire lire tout le monde. Héloïse Scherer, Masca, manuel de survie en cas d'apocalypse. C'est ça. On n'en avait pas encore parlé, je suis très surprise parce que c'est un de mes livres préférés publié en 2019 chez Gallimard Jeunesse, l'histoire de Justin. Justin, il a délaissé les aventures à l'extérieur et la lecture qu'il adorait avant pour les jeux vidéo. Il adore ça. Et là, il va faire une soirée gaming avec ses copains qui vont venir jouer à la maison. Il y aura de la pizza, ça va être génial. Les parents sont partis en week-end depuis déjà quelques jours. Énorme tempête. Plus de routes, plus de réseaux, exactement. Plus de jeux vidéo. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'ennuie. Il va prendre son sac à dos et il va se mettre en tête de partir à la recherche de sa famille. Et il va devoir se remémorer tout ce que son tonton baroudeur lui avait expliqué. Et moi, j'ai appris plein de choses. Heureusement qu'il a plein de bons conseils, le tonton baroudeur et les illustrations d'Héloïse Scherer. Pour quel âge? À partir de 8-12 ans. Oui. 8 ans, une fois qu'on a la méthode de lecture, il n'y a aucun problème. L'écriture, elle est sans pied, c'est clair, on va frissonner, on va rire, c'est génial. Et votre librairie est où? Paris dans le 17e. Je travaille avec, dans une librairie qui a 22 ans déjà, la librairie des enfants. Oui. Et qui vous conseille également de Kika Adzopoulou, Fille du destin. C'est un premier tome, Les émeutes de la nuit sans lune. C'est ça. C'est à la Martinière, collection fiction. Nouveauté 2024, janvier 2024, c'est déjà un best-seller aux États-Unis. C'est un tome 1, il y aura un tome 2 et c'est tout. Io est une jeune fille avec des pouvoirs particuliers dans un monde où les dieux et les humains cohabitent. C'est une fille d'une divinité du destin. Elle est liée à un jeune homme qu'elle tente d'éviter plus que tout. C'est un roman mythologique, c'est un polar, c'est un roman historique, dystopique. C'est addictif. Je pense que c'est ça... Génial. Vous connaissiez? Oui. Je ne connaissais pas encore, moi. Non. Il est sorti le 24 ou 26 janvier. Ah oui, d'accord, il fallait le temps de le lire. Oui. Célie, merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez plein d'idées et de conseils de lecture. Alors, il y en a certains en jeunesse qu'on a souvent parlé. Voilà, les je lance aussi un appel, surtout sur un autre appel, allez. Si autour de vous, vous voyez des expériences ou le fonctionnement de certaines librairies, peu importe, si autour de vous, vous voyez une méthode pour faire lire, que vous trouvez très efficace, vous écrivez à First Edition et l'année prochaine, dans la réédition, j'incorporerai tout ce qui remonte. Génial, mais j'ai vu, je crois, il y a des endroits qui sont un peu interactifs sur la fin. Oui. Voilà, je ne les retrouve pas. Et puis on peut aussi faire ses propres listes et vous envoyer les propres thèmes. Alexandre, merci mille fois. Lire et faire lire, il y a un site internet. Oui. C'est pas compliqué. Vous dites, je fais une alliance entre les seniors et les juniors, mais si je suis middle entre les deux, j'ai le droit quand même de... Non, vous êtes châtié. En place publique, il est terrible. Allez, faire lire pour les nuls, comment partager le plaisir fou de lire tout autour de soi, c'est chez First Edition. Merci beaucoup Célie, Alexandre, merci beaucoup et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, en régie Marine Plantec qui a également préparé cette émission. Au son, Saïd Mamou à la réalisation, Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV ou alors vous ouvrez un bon bouquin, ça c'est une bonne excuse. Et vous retrouvez nous la chaîne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.